Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. On est mercredi, il est 17h, c'est le retour de l'émission de Place au possible sur Radio Grand Lac et 92.1 radiograndlac.com. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour notre nouvelle thématique les coachs, ça sert à quoi ? Un jeune toujours, donc Ahmed qui est étudiant en alternance en master marketing digital et communication. Voilà. Bonjour, merci Ahmed d'être là. Nous avons Chantal, notre fidèle Chantal Baudouin Coaching, donc coach et formatrice en gestion du temps et organisation. Bonjour à tous. Et Charlotte Dorweiler, qui est le nom aussi de son entreprise, qui est une femme qui a trouvé sa place et qui est aussi possibiliste dans l'association Place au possible, experte en domaine de vie et amour de soi. Bonjour. Donc merci à tous les trois d'être là aujourd'hui pour ce thème cher à mon cœur sur le coaching. Donc une chose comme toujours que je rappelle, pas de procès, pas de critique sur ce que font les autres, mais juste le principe de réhabiliter notre métier, puisque il existe aujourd'hui moult formes de coach et d'ailleurs de plus en plus de coachs de tout et de rien, ce qui fait que le métier est un peu mis à mal par cette problématique. Alors un coach, c'est quoi ? Moi, je vais donner ma vision et après, je vous interrogerai chacun sur la vôtre, parce que ce qui est important, c'est ça. Donc un coach, il vous accompagne dans l'accomplissement et la réussite de vos projets. C'est déjà ça la première chose. Il est orienté futur et solution. Il questionne la personne uniquement il ne décide pas à sa place, il facilite pour que la personne trouve ses propres réponses et ses propres solutions. Il est rapide et concret et il repousse les limites. Nous sommes donc légitimes, pertinents et complémentaires avec tous les autres. On va commencer comme d'habitude par la jeunesse. Ahmed, est-ce que tu peux nous dire ta vision du coaching ? Donc déjà, pour toi, qu'est-ce qu'il existe comme coach ? Alors déjà, dans un premier temps, moi ce qui me vient à l'esprit quand on me parle de coach, c'est vraiment quelqu'un qui va vous montrer que c'est possible. Et quand on me parle de coach, je pense tout de suite au sport. Donc le sport, en fait, ça touche tout le monde. Je vais pas dire que tout le monde fait du sport parce que je vais pas généraliser. Mais je sais qu'on est baigné dedans en général, je veux dire. On est baigné dedans très jeune. Mes parents m'ont rapidement inscrit au foot. Voilà, j'ai eu la chance en fait de faire différents sports durant ma scolarité et même en dehors. C'est vrai que la place du coach, elle est assez intéressante parce que c'est celui qui vous motive. T'as eu affaire à un coach, toi, déjà, quand tu as fait du sport ? Plusieurs. Ouais. J'ai eu affaire à plusieurs coachs. Après, c'est vrai qu'au foot, j'avais pas forcément le niveau, donc c'était pas aussi ce que j'aimais le plus. Donc c'était pas, je vais pas forcément m'étaler là-dessus. Par contre, au basket, faut savoir que je suis pas très très grand. Je fais 1m75 à peu près, donc c'est la moyenne. Mais pour le basket, il y a pas forcément d'avenir pour nous là-dedans. Mais je me rappelle de mon coach à l'époque où j'étais au lycée, qui m'a vraiment bien motivé, qui m'a en fait montré que j'avais ma place en fait en tant que titulaire, alors que j'avais jamais fait de basket avant. C'est-à-dire que c'était en fait un ami de mon frère mon frère m'avait emmené en fait dans son club un jour. J'aimais bien le basket, mais sans plus, je me voyais pas m'inscrire dans un club et tout. Et en fait, quand on m'a présenté ce coach-là, je lui ai montré ce que je savais faire à peu près. Et puis il m'a dit que tout de suite que c'était que j'avais quelque chose à faire là-dedans en fait. Oui. Et même si moi, c'était pas forcément mon but, qu'on me dise en fait que j'ai des capacités que je soupçonnerais même pas, parce que pour moi le basket c'était j'étais
plutôt doué, mais pour moi, la barrière de la taille, c'était une barrière immuable qui allait pas du tout s'abaisser. Et ce coach-là, en fait, m'a fait comprendre que mes atouts étaient ailleurs, en fait, ailleurs que ma taille, que je pouvais développer en fait d'autres facettes qui allaient compenser en fait cet écart de taille. Super. Et après, par la suite, c'est vrai que voilà, j'ai délaissé tout ce qui est sport collectif, sport individuel aussi, parce que j'ai fait d'autres sports individuels où voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que le coach avait pas forcément, j'avais pas forcément de relation qui me reste en mémoire en tout cas avec mes coachs. Mais ensuite, voilà, j'ai délaissé tout ce qui était sport collectif et individuel. Je me suis lancé à la musculation amateur. Hein, vraiment, j'allais simplement à la salle comme le font la plupart des jeunes de mon âge. Ça se voit encore. Ça se voit encore. Non. Mais oui, c'est vrai que à la salle, en fait, on peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que moi, j'ai un problème en fait quand on me laisse trop de liberté dès le début. C'est-à-dire que si j'ai pas même une directive qui est vraiment large, c'est-à-dire que voilà, on me donne un point A, un point B sans me donner voilà les points étapes entre les deux. Ça, il y a pas de souci. Sauf que là, j'avais même pas de point A, même pas de point B. Donc en fait, j'ai commencé je savais rien, j'ai regardé des vidéos YouTube, sauf que les personnes qui font les vidéos YouTube en général, c'est des professionnels et donc en général voilà, c'est pas forcément à moi que ça s'adressait. Et en fait ça me saoulait en fait. mais je me dis en fait avec le recul que moi en fait j'aime vraiment beaucoup la musculation, c'est-à-dire obtenir des résultats au bout d'un moment, sauf que comme j'ai pas eu de coach, j'obtenais pas de résultats. Et en fait j'ai des amis qui sont à l'heure actuelle coach sportifs, qui m'ont donné des conseils, donc après j'ai réussi à avoir des résultats, mais je prenais toujours pas de coach. Bon, après parce que voilà, ça a un coût aussi. Ça a un coût, et puis voilà, j'étais étudiant, tout ça. Mais en fait, en ayant des directives que ces coachs-là m'ont apportées, j'ai pu en fait exercer de manière logique, on va dire, et de sorte à obtenir des résultats. Parce que moi, tout seul, en fait, je n'obtenais pas de résultats. Oui, tu peux voir une progression quand tu as quelqu'un qui t'accompagne vraiment sur les façons de faire et les meilleures façons de le faire. C'est ça. Et surtout que le coach, en fait, il va vous apprendre à vous autodiscipliner. Oui. C'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, au développement de n'importe qui. L'autodiscipline, c'est central, en fait. Oui. Et il faut la développer, il faut vraiment la travailler. Et c'est vrai que tout seul, c'est pas facile. Et tout seul, c'est vraiment pas facile. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc là, dans ce que j'entends, tu dis le coach, en tout cas alors on est bien d'accord que dans le domaine du sport, c'est complètement acquis le coaching. Hein, tout le monde, ça vient des États-Unis, ça date depuis des années, et il y a aucun problème avec le fait de parler de coach sportif. Donc on est d'accord qu'il écoute, qu'il booste, qu'il valorise, qu'il motive et qu'il permet l'autodiscipline. Enfin, en tout cas, qu'il pose un cadre et qu'il met des objectifs, des challenges, ce qui fait que l'efficacité est meilleure. C'est ça. En fait, il vous pousse, mais c'est vous qui choisissez la direction. Voilà, exactement. Super. Donc, maintenant, comme toi, c'est peut-être un peu plus frais que nous dans ta scolarité. Tu nous parles rapidement de ton parcours. On a tous eu, et en tout cas, nous plus jeunes, et en tout cas avec les enfants, notamment les ados, eu affaire avec un conseiller d'orientation, notamment quand arrive la 3e et que les questions commencent à se poser sur le sujet. Et potentiellement les psychologues de l'éducation nationale qui sont, eux, reconnus et vraiment faits pour ça, selon eux. Et je ne reviens pas sur le sujet, d'autant que ça se passe dans le milieu scolaire, donc forcément c'est un accès gratuit et assez facile. On constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de coachs scolaires et qui se développent. Donc la question est de se poser, est-ce que finalement le service public est aussi bien fait et aussi efficace que ça? Est-ce que toi tu as déjà eu affaire dans ton parcours scolaire à une conseillère d'orientation ou un conseiller d'orientation, psychologue de l'éducation nationale, psychologue extérieur ou un coach? Alors oui,
Faut savoir que vraiment l'orientation, ça a été surtout de passer du lycée aux études supérieures. Ça a été une angoisse, ça a été un point central à ma vie, surtout qu'il se passe plein de choses en fait dans la vie d'un lycéen à cette période-là. Et oui, j'ai été amené en fait à avoir une conseillère d'orientation. Donc, faut savoir que moi, j'ai passé mon brevet, je suis allé dans un lycée général. Oui. Parce que pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'était ce que pensait n'importe quel jeune. Aujourd'hui, c'est pas trop ce que je pense, Oui. avec du recul. Ensuite, au lycée, j'ai choisi donc une filière économique et sociale. Pour moi, c'était la plus large parce que justement, je savais pas quoi faire de ma vie. C'est ça. Le principe du général, c'est aussi quand tu sais pas quoi faire, tu vas dans le général et tu prends les choses les plus larges. C'est ça. En attendant de trouver. Quoi. C'est ça. Sauf qu'en fait, on repousse juste le problème. Oui. C'est ça. Et donc, sachant que j'aimais pas du tout l'économie, j'étais tellement nul en éco, mais il y avait des matières quand même qui me plaisaient, donc notamment la philo, le français, voilà, pas mal de matières, mais je savais pas en fait où aller, parce que les matières en fait que j'aimais, donc le sport, la philo, le français, ça n'a pas forcément de rapport ensemble, et il y a pas assez de rapport pour qu'on puisse trouver des études qui puissent en fait filtrer tout ça, ou qu'on puisse mettre tout ça en fait dans un entonnoir et trouver une seule formation qui regroupera tout ce qu'on cherche en fait. Oui. Et voilà, donc j'ai vu cette conseillère d'orientation, je lui ai dit que voilà, le monde du sport ça me passionnait, que je lui ai dit que je voulais faire coach sportif, parce qu'en fait je voulais pas lui dire que je voulais rien faire, que je savais pas quoi faire en fait. Parce que t'avais peur qu'elle te mette dans une case directe. C'est ça, directement. Elle te trouve elle-même la solution. C'est ça, directement. Et du coup, moi je lui ai dit que je voulais faire coach sportif. En soi, ça creusait un peu dans ma tête que voilà, le monde du sport ça m'intéresse, tout ça. Et puis là, directement, elle m'a dit que voilà, en fait, pour faire coach sportif, il faut passer par des filières en fait où il y aura de la science. Et j'étais nul en sciences. En fait, tout ce qui a un rapport avec les chiffres, c'était pas pour moi. Et ça se voyait en fait sur mon bulletin et sur les appréciations, tout ça. Donc voilà, elle m'a dit que ça allait pas être possible, parce que la phrase ultime, le tampon impossible. C'est souvent ce qui est entendu. Et du coup, ça a eu quand même un sacré impact, dans le sens où c'était... en fait, au fur et à mesure que je lui parlais d'être coach sportif, en fait, j'y croyais. Oui. Mine de rien, en fait, je me disais que peut-être que c'est ce que je veux faire. Et en soi, je creusais plus l'idée, en fait, quand j'étais face à elle que avant, en fait. D'accord. Et sauf qu'en fait, tout a été je vais pas dire détruit, parce que voilà, je me suis pas roulé en boule dans ma couette après, parce que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Mais il y a eu quand même un petit blocage là-dessus. Oui, ça pose un veto, donc ça met un frein supplémentaire. C'est ça. Et du coup, Parcoursup, je me retrouve dans une licence la seule à laquelle j'avais été accepté parmi le bon nombre que j'avais mis, sachant qu'il n'y en avait aucune en rapport avec l'économie, du coup, sachant en sortant d'un bac ES, voilà, je m'attendais pas forcément à des réponses positives, mais voilà, il a fallu en fait que je tombe aléatoirement sur une filière qui me plaise et qui m'a pas plu tout de suite, parce qu'en fait j'ai redoublé ma première année de licence, parce que pour moi en fait, quand je suis arrivé en licence, je me suis dit je suis là par dépit, je suis là par hasard, donc c'est forcément pas fait pour moi. Et en fait, les 6 premiers mois ont passé, et au bout des 6 premiers mois, donc après pendant ces 6 premiers mois, j'ai pas bossé, j'ai rien fait. Tu as fait la fête, non? Ouais. Voilà, t'as pas rien fait. Ouais, j'ai pas rien fait. Mais du coup, ces 6 mois-là ont gâché mon année, entre guillemets. Ces mois c'était pas vraiment de la réflexion, mais en fait, j'ai eu un prof qui s'est rapproché de moi, parce que voilà, il voyait que j'avais des capacités, mais que je venais pas en cours, que je faisais pas les choses, et qui m'a convaincu en fait de poursuivre en fait la licence, que c'était pour moi. Et au final, qu'on me dise que c'était possible, et ça m'a passionné en fait pour un truc que j'imaginais pas du tout. J'ai fait une licence donc art, information et communication, donc très axé art. J'avais jamais fait d'art avant,
Oui. Et pour moi, l'art, c'était vraiment un autre monde comparé à moi. Inaccessible. Et au final, c'est à l'heure actuelle, c'est ce qui me définit. Ok. Voilà. Donc c'est bien de voir aussi qu'il y a des enseignants qui ont... Est-ce que tu penses justement sur le fait qu'il y a des enseignants qui ont ce genre de discours? Est-ce que tu penses, parce que on l'observe souvent dans les études supérieures, il y a des établissements où ça existe. Est-ce que tu penses que même au lycée, il devrait y avoir des coachs qui intègrent les matières et qui proposent notamment des choses sur l'estime de soi, la connaissance de soi, l'autodiscipline? Bien sûr. Moi, je pense que c'est même nécessaire. Je pense que je suis pas du tout le seul dans le cas où j'ai été. Et je pense même qu'on est une majorité. Oui. Et oui, c'est clair. C'est ça. Et donc, franchement, avoir quelqu'un qui est là pas en tant que professeur, pas en tant que conseiller d'orientation, mais en tant que coach, voir ça comme un sport, parce qu'en soi, la vie, c'est un sport. Oui. Et voilà, en fait, être poussé et choisir sa direction, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Bon, alors du coup, un petit appel au ministère. Soit on met ça au programme des formations pour les enseignants, soit nous, franchement, on est prêts, on peut venir pour assurer ça dans les établissements scolaires. Là, juste avant de la petite pause musicale, Ahmed, tu es aujourd'hui en alternance dans une association où il n'y a que des coachs autour de toi. Comment tu le vis? Comment tu les vois? Même si ça fait pas très longtemps que tu es arrivé. Et qu'est-ce que du coup, tu penses que tu pourrais en tirer sur ton évolution personnelle? Alors oui, déjà je suis en alternance donc chez Place au Possible. Non, c'est pas la police. En fait, j'ai travaillé, en fait. J'ai déjà travaillé, j'ai eu des contrats de travail, voilà, j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai fait des stages, j'ai fait pas mal de choses. Et la différence que j'aurais à noter, de par le fait, en fait, que ma tutrice, je sais pas si on appelle ça comme ça en alternance, ma tutrice ou ma patronne. Non, ma tutrice. Ma tutrice, du coup, toi, qui est coach, en fait, pour les 15-25 ans. Oui. Et en fait, ça se ressent. Parce que, justement, comme tu dis souvent, ça match tout de suite quand tu parles à un jeune. Et ça a matché avec moi. Et ça se ressent. Ça se ressent dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir un cadre, une sorte de cage qui me met la pression, sachant que je me mets facilement la pression. J'ai pas cette pression-là. Et en fait, je peux fournir un travail, mais avec la volonté et l'envie de le faire. Oui, et puis... Est-ce que ce sentiment de liberté que tu peux avoir, alors qui est quand même dans un cadre, parce qu'il y a des choses à faire, mais c'est vrai que dans les nouvelles façons, et c'est le nouveau rapport au travail de la jeune génération, moi j'ai aucun problème avec ça, le fait de ne pas avoir d'horaire vraiment fixe, toi tu es beaucoup en télétravail étant donné que tu es à Lyon en école, et de toute façon, vu le métier que tu fais et que c'est toi qui anime nos réseaux sociaux, ça se fait très bien à distance. Donc voilà, est-ce que ça te donne une espèce de... Cette liberté, elle te donne une respiration supplémentaire et que tu apprécies ou c'est difficile? Alors moi, c'est surtout pour le travail que ça m'arrange, dans le sens où je suis beaucoup plus performant le soir. D'accord. Dans le travail, je suis sur mon ordinateur, donc la plupart le gros de mon travail se fait sur l'ordinateur, et le soir, je suis beaucoup plus productif. Okay. Et c'est vrai que le matin, j'ai un peu de mal, pas parce que je ne me réveille pas. Je suis quelqu'un de très matinal, mais je n'arrive pas à travailler le matin. Okay. J'ai du mal. J'ai du mal à rester concentré, à rester focus. Et c'est vrai que le soir, je suis beaucoup plus performant et je regarde même plus l'heure en fait. Oui. Je le fais par plaisir parce que je le fais. En fait, je fais ce que je suis censé faire au travail à l'heure qui est bonne, qui m'arrange. Ouais, et puis qui est confortable parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes. Ça, Chantal pourra nous en parler sur les rythmes chronobiologiques de chacun. Donc effectivement, donc là, on fait un petit message au ministère du Travail, éventuellement à tous les chefs des entreprises de France et de Navarre, que le rapport au travail des jeunes a changé et que la flexibilité n'en fera pas des salariés moins productifs. Merci Ahmed en tout cas, et puis j'espère que tu vas apprécier ton alternance chez Place au Possible. En tout cas, nous, c'était un plaisir de t'accueillir.
Et puis en attendant la suite, on va faire une petite pause musicale avec Mesdames, ça va vous plaire, Julien Doré et le titre Blablabla. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. De retour pour la deuxième partie de notre émission sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Donc je suis toujours avec Ahmed, notre étudiant, Chantal, notre coach en entreprise, et Charlotte, notre coach en domaine de vie, mais même si le terme coach ne correspond absolument pas à la personne et à la femme qui a trouvé sa place qu'elle est. Voilà, donc juste un petit truc, quand on vient d'écouter Julien Doré, donc bien évidemment la température est montée dans le studio. On va passer maintenant à Chantal qui va nous parler du coaching en entreprise, des différents coachs qu'il peut y avoir. Et ça, c'est aussi un domaine où ça passe assez bien. Le coach d'entreprise, aujourd'hui, ça passe assez bien. Chantal, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents coachs et en tout cas sur ton métier à toi ? Oui, alors le coach, c'est vrai qu'il en existe pléthore aujourd'hui. On entend déjà le plus connu, comme disait Ahmed, c'est forcément le coach sportif, mais il y a le coach en nutrition, le coach en image, le coach en orientation. Donc ça, c'est le petit dernier que tu affectionnes particulièrement. Donc en fait, il y a tout un tas de coachs, mais en fait, ils ont vraiment ce point commun de faire évoluer, d'améliorer le quotidien et la vie des personnes qui sont justement coachées. D'ailleurs, on parle de coach, mais aussi on parle de coacher. Donc le coacher, c'est la personne qui est accompagnée. Et c'est vrai que la définition de coach, au départ, tu en donnais une, mais moi j'en ai une autre. C'est un peu, on va dire, la personne qui va entraîner. Qui va entraîner la personne qui est en face de lui par rapport à une problématique bien définie et qui va lui dire on va passer du point A au point B. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on entend très souvent. Et il va montrer le chemin pour aller du point A au point B, mais pas exactement lui dire ce qu'il doit faire, mais c'est de trouver en lui les ressources qui vont l'amener de ce point A à ce point B. Parce qu'on est bien d'accord qu'on a tous les ressources à l'intérieur de nous et des fois c'est la difficulté de les trouver. C'est ça. Et c'est vrai que le coach questionne énormément, comme tu le disais tout à l'heure, parce que justement, il va faire prendre conscience de pas mal de choses dans la vie, dans le quotidien du coaché. Il va aussi lui faire prendre du recul sur justement son quotidien. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions qui sont très ciblées et qui sont qui sont nombreuses pour faire sortir, on va dire, la réflexion. Et donc de la réflexion va naître la matière grise, et de la matière grise va naître la solution. Donc c'est vraiment ça qu'il va apporter. Le coach est évidemment à l'écoute. Il écoute énormément justement pour comprendre la problématique du coaché, pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, dans quel environnement il est. Donc c'est vraiment la base, on va dire, d'être coach, c'est d'écouter, de questionner, j'ai envie de dire c'est les deux, et de guider la personne. C'est vrai que le coach n'est pas là pour obliger. C'est pas lui qui va faire le travail non plus à la place du coaché. Oui, d'ailleurs, c'est un engagement réciproque. Exactement, parce que si le coaché va dire non, finalement, j'ai pas les résultats escomptés, c'est peut-être qu'il n'a pas mis en place les actions qu'il aurait dû. Et des fois, c'est un petit peu facile de dire oui, mais c'est la faute du coach, alors qu'en fait, ça donne de l'information. Si on n'a pas décidé de changer ou de passer à l'action, forcément, ça va pas marcher. Donc moi, j'aime autant dans mon quotidien avoir des personnes qui viennent me voir et qui sont motivées, qu'on n'a pas forcé à venir me voir, ça peut arriver. Et là, dans ces cas-là, je me dis, oups, on commence mal le travail parce que la personne a vu de la lumière, donc elle arrive, faut se faire coacher, ou alors c'est mon boss qui m'a dit, donc je viens. Et ça, là, je me dis, ça commence très très mal. Mais on arrive toujours à trouver quelque chose à travailler, la personne comprend que ça va lui faire du bien et on avance comme ça. Mais si la personne vient d'elle-même, j'ai envie de dire, c'est vraiment top parce que je suis sûre qu'elle va y arriver, elle est décidée à changer, elle est décidée à faire même de toutes petites actions. Le but, c'est pas d'aller demain gravir le Mont Blanc, c'est pas ça, c'est vraiment étape par étape avancer de ce point A à ce point B. Nous, c'est la même chose chez Place au Possible. Un ado qui a été amené, tiré par les cheveux par ses parents, on le prend pas d'office parce que ce sera très compliqué pour lui donner envie de faire quelque chose. Il va être forcément un peu chiffon avec tous les chakras fermés. Comment tu vois ton métier, toi ? Comment Donc, quand tu dis, je suis coach. Je suis coach, en fait, je suis la personne qui va accompagner sur un temps court,
moyen ou long, une personne, et qui va l'accompagner sur ce chemin d'évolution et qui va lui montrer la lumière sur ce qu'elle ne voit pas, ce qu'elle ne voit plus, ou en tout cas ce qu'on a pu lui faire croire. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher au fond de cette personne tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a en elle pour pouvoir évoluer. Donc je vais l'aider à chercher tout ça, un peu comme un chercheur, on va chercher ensemble, donc ce qui peut être possible. Moi, je peux donner des astuces, des conseils, mais en aucun cas je vais obliger de faire les choses. Donc je suis vraiment le guide. C'est vraiment ça, c'est le guide, la personne qui va prendre par la main le coacher et qui va le guider en lui disant moi, par contre je veux bien t'accompagner mais il faut vraiment que tu fasses le travail. Et donc je suis là aussi en tant que je vais pas être la maîtresse mais je vais contrôler si les actions sont faites. Donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment de l'aide et le fait de faire sortir le meilleur finalement de la personne. Oui. Oui, effectivement. Alors dans le contrôle, c'est plus poser le cadre de l'autodiscipline et rester à côté pour garder la motivation. Ça, c'est très important. Il y a quelque chose pour moi qui est fondamental dans le métier du coach, donc outre l'écoute, voilà, c'est la qualité de sa formation. Qu'est-ce que... Tu veux dire par rapport au coach Lui, la formation qu'il a fait. D'accord. Pour dire, aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner des gens. Effectivement, donc il y a pléthore d'écoles de coaching justement sur le marché, donc il y a de tout. Clairement, quand tu disais tout à l'heure des coachs de tout et de rien, c'est vraiment le cas. Moi personnellement, j'ai suivi une certification de coach professionnel qui suit les préceptes de l'ICF, c'est l'International Coaching Federation, et en fait, on a toute une déontologie à suivre par rapport justement à la personne qu'on accompagne, et forcément, il y a aussi de la supervision pour être toujours à jour justement de sa façon de coacher. Il y a aussi pas mal de recherches via les neurosciences, donc il faut être au courant de toutes ces avancées dans ces recherches-là. Et puis, toujours confronter sa pratique avec d'autres pour être toujours, pas rester, on va dire, sur les acquis et accompagner toujours du mieux possible la personne. Oui. Donc ça, c'est une grande humilité déjà de se remettre en question soi-même pour continuer à aider les autres. Exactement. De pas dire je suis super coach, écoutez-moi, je sais ce qu'il faut faire. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment suivre le coaché et suivre les avancées aussi des neurosciences. Ça, c'est vraiment très très important. Et on peut aussi compléter son bagage de coach, parce que moi ma spécialité c'est la gestion de l'organisation, mais il faut savoir que j'ai aussi un pilier relationnel, relation interpersonnelle, parce qu'en fait bien communiquer avec les autres c'est extrêmement important, c'est un gain de temps aussi, ou une perte de temps sur le côté. Voilà. Et il y a aussi toute la partie gestion du stress où des fois j'ai des personnes qui arrivent complètement stressées, donc on relâche la pression, on se calme, on respire un bon coup et maintenant on peut travailler. Donc en fait, il y a toujours des pratiques qui sont complémentaires à sa spécialité principale, mais c'est important d'aller chercher justement les différentes ressources pour s'adapter aussi à la personne, parce que chaque personne est vraiment unique, j'ai envie de dire. Donc je vais aller chercher tous les outils qu'il faut pour vraiment être adapté à cette personne. Oui, donc il y a la notion de sur-mesure. Exactement, c'est vraiment du sur-mesure. C'est pas une solution toute faite, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment en fonction de la situation de la personne. En plus, la situation, elle peut être telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle peut changer demain. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ça évolue. Et la personne peut aussi revenir beaucoup plus tard pour se faire aider. Mais il y a plein de choses qui font qu'il faut s'adapter vraiment en réel. Et même des fois, quand j'imagine un travail, un point qu'on va travailler, je vais le changer au cours de la séance. Je me rends compte que finalement, ce serait peut-être pas ça qu'on va travailler aujourd'hui, mais en fonction de ce qui s'est passé par rapport à la séance précédente, et je vais adapter en réel, parce qu'il y a besoin d'axer plutôt sur ce point-là que sur l'autre. D'accord. Donc effectivement, une notion de... Et ça, c'est le fait d'être à l'écoute de la personne pour pouvoir adapter, être agile. C'est le fait d'avoir une grosse boîte à outils qui fait que, en cours de route, on peut utiliser. Et donc ça, c'est grâce à une formation très solide que c'est possible, à mon sens. Comment tu disais tout à l'heure que quand tu dis je suis coach formatrice, tout de suite le mot formatrice, ça
Ça rassure un peu parce que coach, il y a toujours un espèce de mouvement de recul chez les gens. C'est vrai que on entend beaucoup le mot coach, c'est devenu un peu le mot à la mode et ça a été vraiment déprécié de sa valeur d'origine. C'est-à-dire que il y a tellement de coachs dans tout et n'importe quoi, comme tu disais tout à l'heure, que le premier réflexe, c'est la méfiance de la personne qui arrive. Et c'est vrai que si on rajoute le mot formateur, et pourtant, c'est une façon différente. La formation, c'est différent du coaching, mais en tout cas, ça rassure, je sais pas, inconsciemment les personnes, parce que peut-être qu'un formateur est plus sérieux. On a l'image en tête des enseignants ou des formateurs sur des longues formations d'une semaine, 2 jours, etc. Donc, je sais pas, ça a un côté un peu rassurant. Néanmoins, moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment le coaching, parce que j'adore entrer dans la vie des gens. En fait, les gens me permettent de rentrer dans leur vie, me partagent des choses très, très personnelles. Et donc, forcément, il y a une relation beaucoup plus forte. Une formation, on va être 8-10, il y a un groupe. Même si on peut créer des choses, c'est complètement différent. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, encore un coach, mais il y en a marre des coachs, il y en a dans tous les sens. Coach nutrition, coach santé, coach... Donc, coach pour chien. Oui, aussi, peut-être. Oui. Coach pour chien. J'ai vu. Alors, du coup, toi, ta position par rapport à... Parce qu'on est bien d'accord, à mon sens, qu'un coach ne se substitue pas à... En tout cas, nous, dès qu'il y a une problématique qui sort de notre champ de compétences, justement, c'est la force d'un réseau pour relayer vers l'expert qui sera concerné par la problématique. Comment ça se passe, toi, par rapport à un médecin du travail, à un psychologue du travail? Comment... Tu vois leur travail, ton travail. Est-ce que vous arrivez à mailler, à faire des choses ensemble? C'est un travail totalement différent parce que en tant que coach, on n'est pas des professionnels de santé reconnus avec un diplôme, on va dire, d'État. C'est plus une certification. Donc, c'est déjà la grosse différence. On se substitue pas au travail du psychologue et inversement. C'est pas du tout les mêmes publics. Ça passe pas du tout par les mêmes structures. Dans le coaching, alors moi, j'ai souvent des particuliers qui peuvent venir. Donc, soit ils sont professionnels, mais en tout cas, ils viennent... parce qu'ils ont un problème dans leur entreprise, mais ils se prennent en charge eux-mêmes. Ou alors, ça peut être les ressources humaines qui viennent me contacter. Mais il n'y a pas de pathologie, on va dire. Il n'y a pas de burn-out, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de ce côté psychiatrie qui est vraiment de la responsabilité des professionnels de santé. Donc, on se substitue pas. On est vraiment des guides. Moi, j'appelle ça vraiment, un coach, c'est un guide. C'est quelqu'un qui est vraiment faire sortir le meilleur de la personne. Mais chacun... En fait, il y a du travail pour chacun. Moi, généralement, mes clients ont pas de... C'est pas grave ce qui leur arrive. Il y a une certaine souffrance dans le sens où ils s'en sortent plus, ils savent plus par quel bout commencer le travail. Mais il n'y a pas de problème d'ordre pathologique et qui va toucher vraiment à la santé. Oui, qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Alors, tu faisais la différence aussi en entreprise entre 2 sortes de coach. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Oui, en fait, moi j'aime bien faire la différence entre le coach, le consultant ou auditeur, mais je vais expliquer, et puis le mentor. Donc le coach, j'ai expliqué ce que c'était. La différence pour moi avec un consultant, un auditeur, c'est que le consultant auditeur, lui, il va se référer par rapport à des lois, des normes qui doivent être respectées. Ça peut être un auditeur qualité, un auditeur, oui c'est ça, hygiène, santé au travail. Donc en fait, il y a un certain nombre de critères respectés. Donc il va sortir sa grille d'évaluation, il va regarder si c'est respecté et il va donner une qualification derrière, qui découle d'une loi, d'une norme. Donc ça, c'est vraiment technique. Voilà, c'est technique. C'est l'expert arrive, il fait l'évaluation, il dit si c'est ok ou pas, s'il y a des corrections, le travail est terminé. Ensuite, le mentor, ça va être quelqu'un qui va être plus inspirant. Typiquement, Ahmed tout à l'heure disait qu'il avait eu un prof qui l'avait influencé. Pour moi, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui lui a donné envie d'eux, qui est plus expérimenté et qui va lui dire regarde, c'est fait pour toi, donc vas-y, moi je veux bien t'aider, je vais bien être à tes côtés. Il n'y a pas de relation, on va dire, professionnelle, il n'y a pas de contrat concrètement entre ces deux personnes, c'est juste l'envie d'aider une personne expérimentée, envie d'aider quelqu'un qui est novice, et donc ça peut durer un temps, longtemps, etc. Mais c'est comme un parrain, c'est comme t'es tutrice, donc tu sais, quelque part t'es un peu un mentor, donc j'essaye. Voilà. Donc c'est vraiment la différence avec le coaching. Mais c'est aussi je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin de mentors, surtout quand on commence dans la vie professionnelle, peut-être.
Et puis, dans des domaines un peu plus techniques, spécifiques, il y a besoin d'auditeurs, justement, pour des entreprises qui ont besoin d'avoir des labels, ou en tout cas d'avoir une certification par rapport à leur fonctionnement. Oui. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça se développe quand même pas mal. Entreprendre pour apprendre, qui est une grosse association justement de mentorat, permet ça. Et ça, c'est super pour faire se rencontrer l'école et l'entreprise. Donc, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui bénévolement viennent accompagner des jeunes à créer une mini-entreprise pour leur montrer tout ce qu'il y a à faire, à pas faire, les écueils, voilà. Donc ça, c'est vraiment super et ça se développe. Ça me fait penser aussi à 100 000 entrepreneurs, justement, qui fait venir des 100 000 entrepreneurs, c'est sur des témoignages. Voilà, c'est ça. Mais ça donne, pour moi, c'est un petit peu un mentorat dans le sens où ça peut donner envie, ça peut, en tout cas, créer une vocation à l'entrepreneuriat. Et ça, je trouve ça vraiment super. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais l'étape d'après, et qui est encore un peu plus longue chez Entreprendre pour apprendre, c'est effectivement, on prend un groupe complet, on le suit une année complète jusqu'à l'aboutissement. Donc ça, c'est super. Chantal, est-ce que tu as eu un mentor, toi ? J'ai eu des mentors et des coachs. J'en ai eu plein, en fait, parce qu'avant, j'étais pas dans ce domaine-là, et donc j'ai voulu me reconvertir justement dans le coaching. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu besoin de coach pour savoir ce que je voulais faire. Est-ce que je pouvais ensuite créer une offre par rapport à ma passion, et puis des mentors qui m'ont dit vas-y, maintenant il faut te lancer, parce que si tu te lances pas, tu vas rester salarié toute la vie, je vais te retrouver là dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc qui m'ont mis un petit coup de pied dans les fesses. Ça m'a fait du bien du coup, parce que j'ai franchi le pas et je regrette pas. Mais c'est vrai qu'il faut toujours être accompagné, pas rester seul. On a besoin à un moment donné, quel que soit le format de coach, de mentor, quelqu'un qui va vraiment et de personnes inspirantes. Ça, c'est vraiment des modèles. Voilà, c'est super important. Donc, merci Chantal, en tout cas, pour cette explication du coaching plus dans le milieu professionnel, qui est quand même assez bien reconnu. Et après la deuxième pause musicale qu'on va faire, qui est la chanson Le Psy de Gervais, on va parler du vilain petit canard du coaching. Et là, c'est Charlotte qui va développer un petit peu qu'est-ce qui fait que nous, les coachs de vie, on est si mal vus. On se retrouve juste après la pause musicale. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. De retour pour la dernière partie de cette émission sur le coaching. Donc maintenant, on va laisser la parole à Charlotte pour nous parler des méchants, celui qui porte le gros mot de coach, en sachant quand même un petit rappel, parce que j'aime beaucoup cette jolie métaphore, c'est qu'en anglais, un coach, ça veut dire un wagon. Et selon moi, un coach, c'est le wagon dans lequel vous avez réservé une place pour aller en douceur vers la destination de votre choix. Et justement, le coach est là pour vous accompagner dans ce voyage, pour échanger sur le paysage, les secousses, les erreurs d'aiguillage, mais aussi votre destination. Voilà, c'est joli, hein ? C'est joli, merci. Donc Charlotte, est-ce que tu peux nous parler de ce beau métier que tu fais ? Et justement, essayer de décortiquer, en tout cas de lui redorer le blason et lui donner la légitimité et toutes ses lettres de noblesse. Avec grand plaisir. J'ai bien aimé la façon dont tu m'as introduit, puisque c'est celle que je t'ai proposée. Une femme qui a trouvé sa place. Et si on part du principe qu'un coach est là pour accompagner, comme l'a fait très précisément Ahmed ou toi-même, en fait, il aide à trouver sa place, en fait, à accompagner avec justesse. Le mot que j'aime bien, c'est ne pas lui enlever son pouvoir, en tout cas ne pas enlever le pouvoir et le discernement du coaché. Si on part du principe que le coach accompagne, en fait, il y en a toute la vie. Et on est tous des coachs. Oui. Je suis maman et j'estime être une sorte de coach pour mes enfants, puisque je les accompagne à grandir, comme mes enfants m'accompagnent à grandir. Oui. Donc elles sont elles-mêmes des accompagnantes, sans le savoir. Les enseignants en sont, nos politiques en sont, les formateurs en sont, nos patrons en sont aussi. Et c'est en ça où en fait je n'arrive pas à me définir en tant que coach, puisque pour moi c'est un terme qui est réducteur dans le sens où c'est tellement grand d'être coach quand c'est une mission
plus qu'une mission de vie, parce que pour moi, la seule mission qu'on ait sur cette terre, c'est celle de vivre. Et je n'aime pas ce terme non plus de mission de vie, donc je suis un peu aussi le mauvais petit canard de toute cette liste de termes qu'on colle aussi. Mission de vie, stratégie, coach de vie, alors là, c'est encore c'est cadeau. Et c'est en ça où j'aime ce que je fais, c'est que je me fais moi-même aussi accompagner par des professionnels du coaching, de la thérapie, mais je me fais accompagner par toutes les expériences qui traversent ma route, en fait. Oui. Donc, je suis coachée toute ma vie. Et c'est quand ça devient très compliqué qu'en effet, ou qu'il y a quelque chose d'inconfortable, qu'on fait appel à un professionnel pour trouver une réponse, mais sans enlever le discernement du coaché. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que, ou en tout cas c'est comme ça que je l'exerce, c'est qu'à aucun moment, des fois on sent que la personne vient nous voir pour avoir une réponse. Ou pour prendre une décision qu'elle n'arrive pas à prendre, ou il d'ailleurs. Et c'est ce que je dis à chaque fois, je ne suis pas celle qui te dira de faire ou de ne pas faire, ou d'aller ou de ne pas aller. En fait, je suis la personne qui va te remettre au centre de ton discernement, de ton choix. Je parle souvent de l'expérience d'une vie de choix. Oui, les choix ne sont pas souvent faciles, mais on a toujours le choix de prendre cette décision, de se faire aider, accompagner, à quelque niveau que ce soit. Voilà. Et l'image qui m'est venue quand je vous écoutais tout à l'heure, c'est s'il y avait 2 métaphores à prendre, j'adore les métaphores, la bougie et le briquet. Et en fait, le coaché ou la personne qui décide de se faire accompagner a dans les mains les 2. A la bougie, et le coach donne le briquet au coaché pour rallumer la bougie. C'est pas le coach qui rallume la bougie, en fait. Il lui montre comment se servir du briquet, mais c'est le coaché qui décide déjà de prendre la bougie. La bougie, c'est soi. Je parle tout le temps de lumière. Et le coach va permettre de montrer au coaché comment réallumer la lumière dans le sport, dans l'entreprise, dans sa vie, dans son couple, et dans tout ce qui a besoin d'être réajusté, finalement. Voilà. C'est beau comme métaphore aussi. Je reste rêveuse. Charlotte, qu'est-ce qui t'a amené à justement choisir cette activité ? Eh bien, je me suis fait accompagner pour trouver ma place dans un moment donné de ma vie où je me suis plus retrouvée dans les fonctions de salarié que j'avais. Donc là, c'était la dernière étape du coaching qui m'a amenée vers le métier de coach. Mais finalement, en remettant toutes les pièces du puzzle de ces accompagnements, ça fait peut-être 20 ans aujourd'hui que je me fais accompagner. Mais ce qui est ressorti de cet accompagnement à ce moment-là, où je suis allée avec la précise demande, je souhaite trouver ma place professionnelle, en est ressorti que j'étais déjà dans l'aide, puisque j'étais commerciale depuis plusieurs années, dans la prestation de services auprès d'entreprises. Donc je rendais déjà possible une prestation auprès d'un professionnel qui cherchait une solution. Et dans mes appétences, savoir-être et savoir-faire, on s'en ressentit l'écoute, le fait de vouloir aider plus que tout la personne à trouver une solution, de ne pas vouloir faire à la place d'eux, mais de trouver une solution, comme je le faisais déjà dans le monde de l'entreprise, mais là, plutôt dans le conseil, le renseignement, etc. Donc, c'était une évidence pour moi, même si j'avoue qu'il y a 4 ans, quand j'ai fait cet accompagnement pour trouver ma place professionnelle, j'avais juste l'étiquette de « je suis là pour accompagner ». Et après, derrière, il y a eu tout un cheminement bien sûr. Et des formations, etc. Mais c'était une évidence pour moi de vouloir accompagner et aussi montrer une voie que j'avais prise, qui était possible, de choisir sa vie, de changer de vie. Voilà, tout un tas de réflexions qui me parlaient à l'époque. Voilà. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Sans hésiter. Alors, avec l'expérience maintenant, et encore une fois, non, j'aime à dire qu'il y a, sur le moment, peut-être des épreuves, mais toutes les épreuves ne sont que des expériences et ne sont que des cadeaux. Donc non, je referai le même parcours. Voilà. Alors, ce que tu disais aussi, c'est que tu as été effectivement accompagnée par un coach, mais tu es aussi allée compléter par d'autres, peut-être des choses plus thérapeutiques ou d'autres ouvertures dont tu avais besoin. Donc, c'est là où on voit que, il y a une complémentarité avec tout dépend de la demande ou le besoin que tu vas avoir. Tu vas aller trouver la personne qui va te correspondre le mieux. Il y a même d'ailleurs dans le métier du coaching des gens qui nous correspondent pas, avec qui ça passe pas. C'est le même principe qu'un thérapeute, qu'un psy ou quoi que ce soit. Quand ça passe pas avec l'accompagnant, ça peut pas marcher, quoi. En fait, c'est de l'humain avant tout. Je parlais tout à l'heure qu'on était tous des coachs et des coachés.
quand ça clash à la maison, c'est du relationnel, c'est de l'humain. Quand ça ne va pas, et j'ai l'exemple typique avec ma petite fille de 8 ans, ça peut ne pas aller avec une institutrice ou un instituteur. C'est pas que la personne est mauvaise, c'est qu'en fait, ça ne passe pas pour tel et tel point. Avec un patron, avec un conjoint, avec des amis, avec n'importe qui, c'est du relationnel. Donc, bien évidemment qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça, j'en suis convaincue. Après, c'est sur les dérives de vouloir promettre des choses qui sont peut-être... idéaliser ou les dangers de promettre un beau papier cadeau alors que finalement il y a des étapes et chaque chemin est particulier et sur mesure et chaque personne y va à son rythme et chaque personne a des expériences aussi à vivre à ce moment-là donné, donc aucun accompagnement n'est identique en fait. Oui, on est bien d'accord. Si tu avais toi là une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour le coaching, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Alors, je dis ce mot parce que c'était la thématique du jour. On sait bien que toi, tu ne te définis pas comme ça. Moi, je ne me définis pas comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire passer comme message? Alors, on a parlé de la complémentarité, de la légitimité, d'une formation vraiment exigeante, de la supervision et d'une évolution permanente. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message pour dire n'ayez pas peur, on n'est pas des... Et aussi ta vision de ceux qui vendent des packs tout faits avec si vous venez là, vous aurez ça et c'est magique. Alors j'ai 2 réponses parce que là du coup il y a la question n'ayez pas peur de venir. S'il y a un blocage de toute façon c'est que c'est pas le moment. Moi à chaque fois que j'ai pris un accompagnement, un coaching, une thérapie, quoi que ce soit, j'étais prête. Et il peut y avoir des craintes de se dire, parce que j'ai souvent eu cette crainte-là et ces remarques-là, j'ai peur qu'en fait le coaching que je prends va me faire changer mon conjoint, va me faire changer ma vie entière, alors que non, finalement c'est souvent un réajustement. Le coach n'est pas là pour ébranler une vie, pour ébranler une structure, parce qu'il y a du coaching en entreprise notamment, mais c'est pour réajuster ce qui doit l'être. Et non, le coach n'est pas là pour vous dire ce que vous devez changer obligatoirement. D'ailleurs, dans les parcours que j'ai, les exemples de personnes que j'ai accompagnées, il n'y a pas que des personnes qui ont quitté une situation. Il y a des personnes qui ont renforcé un lien, soit de couple, soit qui ont retrouvé une stabilité dans leur projet d'entreprise avec des valeurs plus vraies. Et c'est là-dessus où j'ai envie de dire que non, le coaching n'est pas une solution miracle, mais après, vous le sentez quand vous avez besoin d'aller voir quelqu'un. Donc, si vous avez l'élan assez fort, allez-y, parce qu'il n'y a pas de risque au bout. Et deuxième réponse, au niveau du coaching, et c'est là où moi, j'ai de plus en plus du mal avec cet univers-là, c'est que bien souvent, on veut nous vendre... je vais le dire comme ça, mais on veut nous vendre du rêve, dans le sens où bien évidemment qu'il y a de la stratégie, bien évidemment qu'il y a du marketing. Je sors d'une école de commerce avec spécialisation marketing, donc je sais de quoi je parle, mais et comme Ahmed, j'ai fait SES à l'époque. Mais je sais qu'il y a tout ça, il y a des choses à proposer, qu'on doit y mettre du sens, qu'on doit y mettre des mots, mais ce que je recherche le plus aujourd'hui, c'est l'authenticité dans mon message, et qu'en fait, les personnes qui viennent me voir ne croient pas que je sois la baguette magique justement pour tout solutionner, parce que non, ce n'est pas vrai. C'est l'accompagné qui fait les choses. Actuellement, je me fais accompagner pour un sujet en particulier. C'est moi qui travaille dans le dur. Mais aujourd'hui, je réfute les belles promesses en fait qui peuvent promettre tout et n'importe quoi et qu'on vende en fait aussi des exemples. Bien évidemment qu'il y a des exemples rêvés de la personne qui n'arrivait pas à avoir un enfant et qui demain est tombée enceinte, de l'entreprise qui n'arrivait pas à décoller en chiffre d'affaires et qui le lendemain a fait X milliers d'euros. On le voit beaucoup dans le coaching aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est X milliers d'euros et on vend comme si au bout des 3 mois on allait changer du tout au tout sa vie. Ce n'est pas vrai. Alors peut-être que je me tire une balle dans le pied, mais je ne suis pas en fait la faiseuse de miracles. Mais il y a souvent, oui, en effet, un avant-après, et qui est pas là où on est allé le chercher. Et c'est ça le plus beau, et c'est ça la magie du truc, c'est qu'en fait, j'ai encore mangé avec une ancienne accompagnée qui est devenue une amie il y a pas longtemps. Et c'est là aussi où je veux casser le truc de, il faut qu'il y ait une barrière. Moi, je tutoie les personnes que j'accompagne. C'est que le changement s'opère pas toujours là où on l'attend. Et qu'en plus, on est tous au même niveau. Et moi, j'apprends autant avec mes accompagnés que j'ai l'impression de leur apprendre. Et c'est ça le plus beau.
Et moi, j'ai plus envie de courir à vouloir émerveiller tout le monde. J'ai envie de briller là où je suis. Je parle encore de briller. De shine. De shine, c'est mon mot. Et je parle de phare, là où il y a eu le mot guide qui me parle beaucoup. On est en Savoie, moi, le guide, c'est exactement ce message-là que j'ai envie de dire. C'est que le guide, il vous fait aller d'un point A à un point B. Mais qu'est-ce qu'il vous fait ? C'est pas lui qui vous fait chausser la chaussure de marche. C'est pas lui qui vous fait sauter la crevasse. C'est vous qui le faites. Et mon image, moi, c'est le phare. Le phare, il est pas là en train de courir partout sur la falaise à essayer de sauver les bateaux. C'est les bateaux qui le voient. Et on est tous des phares pour quelqu'un à un moment donné. Donc arrêtons de me vendre du rêve, vendons de la réalité. Mais j'aime cette citation aussi, qui est là pour dire que fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, mais qui est palpable, en fait, aussi. Voilà. Et qui puis est tangible. la sienne. Voilà. Et la sienne. Exactement. Merci Charlotte. En plus, ça tombe bien parce que la prochaine émission, elle sera sur l'ikigai, qui est aussi un mot très à la mode, très utilisé aujourd'hui. Il y a même des tests sur Internet qu'on peut faire en répondant à 4 questions pour trouver son ikigai. Chose quand même que les Japonais mettent une vie à trouver, voire à ne jamais trouver. Donc c'est assez fascinant. Nous, c'est notre spécialité. Donc c'est vrai que ça sera avec plaisir qu'on va échanger là-dessus la semaine prochaine. Voilà, on a fait le tour. On pourrait évidemment en parler des heures et des heures. Le coaching, donc, quel que soit le mot qu'on lui donne, effectivement, donc il y a. Donc, je vais reprendre la métaphore du guide de haute montagne. Il est formé de façon très très professionnelle pour accompagner les gens en haute montagne. Donc, c'est la même chose en tant que guide auprès des personnes. Il y a une formation exigeante qu'il est important d'avoir fait, d'avoir une humilité et une qualité d'écoute justement pour ne pas avoir de position haute et de se sentir meilleur que tout le monde, voire de se prendre pour Dieu, et une générosité qui fait que voilà, on va être là pour accompagner la personne vers la meilleure version d'elle-même, en tout cas celle qu'elle va choisir. Et sur la jeunesse, nous, c'est vraiment créer la réussite qui leur ressemble en mettant tout en œuvre pour qu'ils puissent y arriver. Donc, merci à tous les 3 pour cette émission. Merci. On se retrouve dans 15 jours sur la thématique de l'ikigai. Demain, de 12h à 13h, vous retrouverez Sandra et Christine qui vont vous présenter le programme de la saison culturelle du Bourget. Donc, soyez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac 92.1. Et puis maintenant, on va se dire au revoir et je vous laisse avec votre programmation musicale préférée pour une belle soirée en douceur. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à dans 15 jours. Merci.